Salut Pierre, ça fait longtemps. Très longtemps. Alors on va prendre l'exemple de l'assainissement. Ce sera la troisième partie de notre chapitre sur l'eau ensemble. J'espère qu'on fera d'autres parties parce que plus on creuse, plus je m'aperçois qu'il y a énormément de choses à dire sur l'ensemble. Moi je suis raccordé à une fosse qu'il va falloir que je nettoie, que je remette aux normes. Je ne te cache pas que je ne m'y suis pas trop intéressé. Et donc j'aimerais même plutôt que de m'attarder sur cette fosse, j'aimerais mettre une phytoépuration. Et tu m'as parlé qu'il existait autre chose, la pédoépuration. Avant de parler de tout ça, on va parler d'assainissement. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un assainissement individuel sans forcément passer par les obligations comme Aquatiris, les choses comme ça? Ça c'est une question centrale et un peu complexe, je veux dire. On va commencer par quoi? Commencer par dire en fait que ce que j'avais déjà abordé légèrement dans l'autre vidéo, le problème c'est que en France, on est sur un principe d'exigence de moyens, quel que soit le résultat. Ce qui est tout à fait contraire à l'esprit de la directive cadre européenne en fait, qui elle est claire dans son article 3, elle est vraiment claire, c'est une exigence de résultat, quel que soit le moyen. Donc là, on est vraiment dans le cadre de la protection de l'environnement avec les moyens qu'on veut. Et en fait, en France, dans la retranscription des textes nationaux, ils sont partis vraiment sur l'esprit inverse. Donc on mise tout en fait en France sur les prescriptions techniques, donc le respect des prescriptions techniques. Et le résultat, on s'en fout quelque part parce qu'on ne mesure même pas. Dans le cadre de l'assainissement individuel, en tout cas, il n'y a pas de contrôle qualité sur le rejet des installations de l'assainissement. Et c'est ça qui est vraiment déplorable. Donc si ça fonctionne techniquement, c'est bien. Si ça pollue, à la limite, on s'en fout. Mais le gros problème, c'est que depuis les nouveaux textes assainissement non collectif, qui sont sortis à peu près dans le même temps que la nouvelle réglementation eau de pluie, en 2009 et qui ont été remaniés et republiés en 2012. Surtout depuis la republication en 2012, en fait, les choses ont été quand même assez clarifiées, mais sont apparus enfin noir sur blanc dans les textes les toilettes sèches et le compost. Sauf que, comme j'ai dit aussi sur l'autre vidéo, le concept des toilettes sèches, le fonctionnement des toilettes sèches, c'est un triptyque en fait. Donc on doit avoir la toilette sèche d'une part qui collecte, et puis à côté de ça, on a le compost qui va traiter les matières solides et les liquides, donc les seules eaux grises qui restent dans la maison, puisqu'on n'a plus de production d'eau vanne, donc par le biais d'un WC, donc on n'a plus de rejet de nos déjections dans le système aquatique. Donc les seules eaux grises qui restent à traiter, c'est les eaux qui sortent des salles de bain et des cuisines, qui sont très peu chargées, très peu polluées, donc très faciles à traiter. Mais le troisième volet de ce triptyque, en fait, c'est le traitement sélectif des seules eaux grises. Et ça n'a pas été reconnu en fait dans la réglementation. Pourtant c'était prévu dès le départ. J'avais vu un texte préparatoire, je veux dire, des nouveaux textes, mais c'était prévu dès le départ. Mais sur la publication finale, le troisième volet de l'assainissement spécifique des seules eaux grises a été zappé. Et ça, je pense que c'est volontaire, je veux dire, sous pression des industriels de l'assainissement, parce que ils n'apprécient pas forcément non plus qu'on squeeze tout le dispositif industriel bien cher et tout pour des installations extrêmement simples et peu coûteuses et que chacun peut faire soi-même. Et donc voilà, donc ça a été squeezé un petit peu à ce niveau-là, mais ça n'empêche que maintenant, dans l'état actuel des choses et de la réglementation, on ne peut, en assainissement dit écologique, appliquer, si on veut être conforme, on ne peut appliquer en fait que les dispositifs de phytoépuration agréés. Donc maintenant il y a 4 ou 5 sociétés en France qui se partagent, je veux dire... La part du gâteau, on peut le dire. Voilà, mais qui se partagent... Aquatiris. Aquatiris, c'est un des plus connus, je veux dire, le grand réseau des bureaux d'études qui sont spécialisés sur la phyto. Il y a Jean Voisin, il y a Épure Nature, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, il y a 3 ou 4 sociétés maintenant qui ont des agréments phyto, mais dans le cadre de la réglementation actuelle, et notamment dans le texte du protocole de test des installations innovantes, comme on dit, les nouveaux concepts, les nouvelles installations, les nouveaux dispositifs d'assainissement individuel sont obligés de passer par le protocole de test sur la plateforme du CSTB à Nantes, Alors, CSTB, excuse-moi. Centre scientifique et technique du bâtiment. D'accord.
Donc c'est eux qui ont une grande plateforme là, de tests de tout un tas de systèmes d'assainissement. Et donc pour pouvoir être vendables, je vais dire, mis sur le marché, ces nouveaux dispositifs doivent passer par ce protocole de test et obtenir l'agrément ministériel. Et très concrètement, j'en profite parce que juste derrière, on voit des toilettes sèches. Quand on a des eaux noires, je veux bien, mais quand on a des eaux... Alors, je te donne mon exemple très bête. Chez moi, je collecte l'eau de pluie, je la filtre. Donc naturellement, si j'ai bien filtré, elle est potable. Ensuite, je prends une douche avec un savon qui est EcoCert. Je faisais mon liquide vaisselle, mais maintenant je m'aperçois que ça ne me coûte pas très cher. Plutôt que le faire, ça me prend moins de temps. Je vais au Biocop et c'est quelque chose d'écologique, quelque chose qui est censé être biodégradable. Dans ce mode de vie où je fais le ménage avec soit de l'hydrolat, soit des huiles essentielles, soit du vinaigre blanc, à partir de ce mode de vie que j'ai, très concrètement, est-ce que je risque quoi que ce soit de mettre ça alors que j'aimerais bien pouvoir garder cette eau, parce que pour moi cette eau n'est pas polluée et peut me resservir dans les plantes. Qu'est-ce que je risque si je suis en toilette sèche? Et après on fera plus de détails sur les toilettes sèches, comment s'en servir à tout. Qu'est-ce que je risque concrètement? Mais toi-même déjà tu risques pas grand-chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur un rejet de ce type d'eau grise, ou qu'on appelle aussi les eaux ménagères, seul, sans les matières fécales et compagnie, puisque je répète ce que j'avais déjà dit, les seuls WC à eau rejettent 90% de la pollution azotée d'un ménage, donc de toutes les eaux usées globales d'un ménage standard. Donc dès lors qu'on élimine ces WC à eau, il y a 90% de la pollution azotée qui n'est plus produite. Et c'est pour ça que ces eaux grises ou ces eaux ménagères sont très peu chargées, très peu polluantes, et en plus en utilisant des savons, des détergents ou quoi que ce soit labellisés éco ou quoi, il n'y a pratiquement aucun risque sur l'environnement. Et c'est là le gros problème, c'est que, comme j'expliquais, ces agréments ministériels ne peuvent être des agréments que pour des installations toutes eaux, de traitement toutes eaux, c'est-à-dire avec des WC à eau. Et dans tout ce que j'ai ausculté aussi, j'ai analysé tout le texte de loi du protocole de test complet. Et en fait, tout le protocole de test pour la plateforme CSTB n'est destiné, n'est conçu que pour des dispositifs de traitement toutes eaux. Donc ça veut dire qu'à l'état actuel, si une société voulait faire le test sur cette plateforme CSTB pour espérer avoir un agrément sur un traitement spécifique seules eaux grises, c'est pas possible. Donc le problème est que l'état actuel de la réglementation ne permet même pas de pouvoir faire agréer un système, un dispositif de seul traitement des seules eaux grises. Et c'est là que c'est dramatique, parce qu'en fait, ça veut dire que tous les systèmes les plus écologiques, les plus sains, les plus cohérents, les plus performants, qui sont vraiment au top de la protection de l'environnement, ce sont eux les plus pénalisés. Puisqu'on ne peut même pas les officialiser, on ne peut pas, on n'a pas la possibilité actuellement, au regard de la loi, de pouvoir faire agréer ce type de système. Donc, tous les gens qui fonctionnent en toilette sèche, avec un compostage de toilette sèche pour les matières, et qui veulent avoir un système d'assainissement écologique pour traiter leurs seules eaux grises, ben, on est obligé de passer par un système de traitement toutes eaux. Donc par une conception toutes eaux, qui, je suis désolé, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, mais je sais qu'il y en a d'autres qui le partagent, une conception toutes eaux n'est pas forcément adaptée et cohérente pour ne traiter que les seules eaux grises qui sont sans matière solide, sans papier, sans tout un tas de choses, sans toute la charge azotée justement qui sort des WC. Donc c'est un traitement beaucoup plus allégé, beaucoup plus simple, et une installation complète, je veux dire, pour un traitement toutes eaux destiné au seul traitement des seules eaux grises, c'est un investissement aussi qui n'est pas forcément justifié, je veux dire, ou justifiable, et la conception, pardon, n'est pas forcément super adapté non plus à ce traitement vraiment simplifié et allégé. Donc ça c'est déjà un gros problème, mais à partir du moment, parce que bon, il faut quand même reprendre aussi certains chiffres, actuellement en France on a peut-être quelques centaines de milliers de personnes qui fonctionnent en toilette sèche. On ne s'en rend pas compte, mais c'est quand même, on croit que ça reste encore assez marginal, mais en France actuellement on a peut-être quelques centaines de milliers qui fonctionnent en toilette sèche, et donc en toilette sèche avec le compostage. Et il y a beaucoup de gens, et ça, bon, Eau Vivante, le système Eau Vivante, donc c'était une association très connue en France, fondée par Anne Rivière,
Et le système, je vais dire, eau vivante avec les petits bassins circulaires enterrés, là, remplis de pouzzolanes, c'est un système qui est développé en France par une rivière depuis, je sais pas, 20 ans ou peut-être plus. Et ça a fait ses preuves depuis une vingtaine d'années. Ça n'a jamais été attaqué, jamais eu de problème. Mais non, et pratiquement toutes les analyses qu'elles ont fait, elles ont fait un paquet d'analyses et tout, mais ça correspond encore là aussi à une qualité mieux que la qualité eau de baignade, mais de toute façon inoffensif, totalement inoffensif pour l'environnement. Et c'est là que c'est dramatique, parce que ces systèmes simples qu'on peut développer soi-même, qu'on peut fabriquer soi-même, avec peu de matériaux, peu d'investissements financiers et tout, et qui sont très performants sur l'environnement, mais c'est eux qui sont les plus pénalisés et les plus emmerdés, je veux dire, puisqu'on ne peut pas avoir de conformité sur ces systèmes-là. Mais à côté de ça, je termine juste sur le principe, c'est que, à côté de ça, quand on a un contrôle du SPANC, donc le service public de l'assainissement non collectif, c'est ma question. Quand on a un contrôle du SPANC sur ce genre d'installation, mais maintenant, bon, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a de plus en plus beaucoup maintenant de mairies et de SPANC qui comprennent ce problème, parce qu'on est là vraiment face à un trou réglementaire. On est face à un vide réglementaire, et de plus en plus de mairies et de SPANC le comprennent et tolèrent ces installations. Parce que ce trou, on le vide comment, on le comble comment, pardon. Et donc il y a de plus en plus de mairies qui l'acceptent et qui le tolèrent. Mais sur ce genre de contrôle, beaucoup de SPANC aussi se disent, mais oui, mais techniquement, ça ne correspond pas aux arrêtés de prescription technique, mais en même temps, ça ne pollue pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc beaucoup, en général, mais ils mettent, voilà, installation non conforme, sous-entendu, entre parenthèses, techniquement non conforme. Mais ne pollue pas. Et donc si ça ne pollue pas, vous n'avez pas d'obligation de travaux parce qu'il n'y a pas de nuisance, il n'y a pas d'impact négatif, il n'y a pas de nuisance, donc que dire face à ça? Et c'est la question que je pose tout le temps. À quoi sert vraiment une réglementation dans le sens du respect de l'environnement? Est-ce que c'est vraiment pour protéger l'environnement ou pour respecter des prescriptions techniques d'une réglementation qui est complètement bancale et qui n'a pas prévu tous les cas de figure? Non, je suis désolé, la technicité, c'est un détail. Et justement, c'est l'esprit de la directive européenne, une exigence de résultat, donc dans un sens de protection de l'environnement, quel que soit le moyen. Et le moyen, on s'en fout. La technicité, c'est secondaire. Le sens de l'assainissement, c'est la protection de l'environnement. Dis-moi Pierre, j'ai une question. Enfin, j'en ai plusieurs. Hein. Si ta mairie ou si quelqu'un a une dent contre toi, que tu vis comme ça, comment ils font des tests et ça vaut quoi? Ça peut t'amener où et à quoi? Déjà, ils viennent, ils font quoi? Ils font un trou? Comment ça fonctionne si vraiment ils allaient déjà à ce niveau, à cette étape? Il faut faire attention aussi qu'il y a probablement pas mal de mairies qui auraient le sens de vous dire oui, mais démontrez-vous qu'avec votre système, vous ne polluez pas. C'est à eux de le démontrer. Ça, c'est une interprétation, encore une fois, comme bon nombre d'interprétations, malheureusement hasardeuses. Il faut savoir qu'il y a de la jurisprudence à ce niveau-là qui existe. Et la jurisprudence a déjà démontré que dans un cas litigieux comme ça, et encore déjà, en général, une suspicion, ça n'est pas suffisant que pour attaquer quelqu'un au tribunal. Il faut avoir des faits avérés, des faits concrets. Et pour avoir des faits... Non mais, une suspicion, une présomption de pollution, c'est pas suffisant. Il faut avoir des faits avérés. Et donc pour avoir des faits avérés, il faut les rechercher, il faut les analyser. Sauf que la jurisprudence a déjà démontré que dans ce cas-là, ça n'est pas à l'usager de démontrer lui-même qu'il ne pollue pas, c'est à la collectivité de démontrer que lui pollue. Ce qui est tout à fait différent. Tant mieux, heureusement. Et ce qui est logique aussi quelque part. Mais sur ces systèmes, je trouverais quand même encore une fois assez hasardeux et voire même assez risqué pour une collectivité, une mairie ou un département ou n'importe quoi, d'attaquer un usager sur ce genre de dispositif. Parce que même si eux pédalent encore un peu dans le flou, dans la semoule, je vais dire, par rapport à tout ça, je suis désolé, mais ces systèmes, ça fait des dizaines d'années que ça existe. La pédoépuration, qu'on va parler après, ça fait des dizaines d'années que ça existe, par exemple aux États-Unis, en Australie, je ne sais plus où aussi et tout. C'est officiel, ça existe, ça fonctionne. Bon, en France, évidemment, comme on est tout centré sur la technicité, c'est pas connu et pas reconnu. Tu sais que j'aime bien quand je connais pas un mot. Tu peux développer la pédoépuration, s'il te plaît? La pédoépuration... La phytoépuration, on appelle souvent ça vulgairement le traitement par les plantes. Bon, c'est un traitement un peu un qualificatif, je veux dire, un petit peu galvaudé, parce que c'est un traitement, oui, par une installation, un dispositif planté, végétalisé, mais en fait, le plus gros du travail est fait par les bactéries qui s'installent dans le tissu racinaire des plantes. Donc, ça peut être une tranchée ou un bassin donc, de substrat végétalisé.
Mais les végétaux, eux, servent aussi un petit peu, avec la force du vent et tout, d'aérer, de remuer un petit peu le substrat. Mais c'est surtout la vie bactérienne, toutes les bactéries qui s'installent dans le tissu racinaire des plantes qui font l'essentiel du travail. Mais la pédoépuration, en fait, c'est un peu similaire, mais par le travail du sol. Donc c'est toute la vie du sol en fait, c'est ce qu'on appelle le pouvoir épurateur du sol. Et donc c'est toute la vie qui vit là, qui grouille en surface du sol en fait, qui va faire ce travail d'épuration et qui le fait très bien. Le pouvoir épurateur du sol est très puissant sur un bon sol. Tu es en train de dire c'est limite rejeté directement au sol. Oui. Et ça on m'a toujours dit, alors sûrement parce qu'il n'y a pas de cadre légal, ah ben non. On m'a toujours dit mais t'es fou. Et je dis mais pourtant c'est de l'eau avec des choses biodégradables. Oui. Est-ce que tu peux développer? Par exemple, ici, tu m'as dit que ça s'adaptait, on va montrer aux gens. Donc là, on est en descente sur cette partie. Donc ma sortie, elle est là. J'ai un tuyau qui va jusqu'à la fosse septique par là. Si je voulais dévier le tuyau et faire une pédo-épuration, comment ça fonctionne? Donc là, on est sur une descente. Tu me conseillerais de le mettre où et de faire comment? Il y a 3 possibilités, je vais dire, essentielles pour faire de la pédo. Si éventuellement, un peu en contrebas de la maison, on peut avoir une surface pas très grande, mais très plate, il est possible de faire de l'épandage là directement en surface du sol. Mais dans ce cas-là, si on fait un épandage sur surface du sol, pour ne pas que les eaux usées soient à l'air libre et en contact direct, il faut recouvrir alors le sol de 10 cm de mulch ou de BRF. Donc le mulch ou le BRF, donc le bois raméal fragmenté, c'est excellent aussi pour reconstituer le sol et pour reproduire aussi de l'humus, pour réamender le sol et réactiver aussi toute la vie justement bactérienne dans le sol, tous les micro-organismes et tout qui vivent dans le sol. Donc ce BRF ou ce mulch, donc ce broyat en fait de branchage, est excellent justement pour le sol et pour couvrir un sol en pédo. Donc c'est possible en surface du sol, et là c'est encore mieux, parce que ça veut dire qu'on met simplement un petit réseau de tuyauterie de dispersion sur la surface du sol, mais ça veut dire que l'eau en pénétrant dans le sol va pénétrer sur toute la couche superficielle du sol. Ah oui, au lieu d'aller au même endroit toujours. Et si on fait les deux autres principes, c'est de faire des trous, mais pas trop profonds, ou des tranchées pas trop profondes, que ce soit juste des plots au pied d'arbres ou de haies ou quoi que ce soit, ou des tranchées au pied de haies, ou même une tranchée circulaire alentour d'un grand arbre par exemple et tout, mais pas trop profond, puisqu'en fait le pouvoir épurateur du sol, il existe surtout dans les 50 premiers centimètres de la surface. C'est là où il y a encore toute la vie du sol, où il y a encore suffisamment d'oxygène dans le sol. Donc toute cette pédofaune, je vais dire, s'active vraiment dans les premiers 50 cm du sol. Ce qui veut dire que si on fait des tranchées ou des plots, il ne faut pas creuser trop profond, à 30 ou 40 cm. On remplit de mulch ou de BRF, et en fait on fait arriver l'eau directement dans ces plots ou ces tranchées, où le BRF, justement le mulch, va permettre à l'eau de se disperser dans le sol avoisinant. Et c'est ce pouvoir épurateur du sol en fait qui va travailler directement. Mais ça, il n'y en a pas en France, ça c'est interdit. Si, il y en a. Si. Bon, j'ai des amis aussi sur l'association, par exemple, Terreau, qui essayent de développer ça aussi en France. Bon, évidemment, c'est difficile parce que ça ne rentre dans aucun cadre légal. Même la phyto, voilà, si on veut avoir une phyto spécifique eau grise, c'est pas conforme. Maintenant, les phytos toutes eaux, oui, elles sont conformes par agrément ministériel, comme chez Aquatiris, Jean Poisin ou autres. Mais le problème, c'est pour ce traitement donc spécifique des sols eau grise, mais c'est ce qu'il y a de plus performant, de plus naturel, de plus simple, de moins cher, et qui prend le moins de travail, je veux dire, le moins de matériaux. Et la pédo est encore plus intéressante que la phyto. Parce que la phyto, c'est quand même aussi un dispositif où il faut du matériau, il faut de l'installation et tout. La pédo, ça peut se résumer tout simplement à un système de tuyauterie de dispersion. On prend du tuyau PVC de 40 ou de 50 et on fait simplement une dispersion là où il faut, dans les plots, dans les tranchées ou sur une surface plate. Et ça suffit. C'est tout ce que consiste l'installation. Si je le mets en place, je fais une vidéo et je dis « Salut, coucou les néoautonomistes, je fais ça », je risque quoi? Ici, tu n'es pas raccordé au tout à l'égout, à l'assainissement collectif, donc tu es soumis au contrôle du SPANC. Le contrôle du SPANC, il est ici, je ne sais pas, dans ton secteur, il est défini à toutes les X années, je ne sais pas. Donc, toutes les X années, tu dois avoir normalement ce contrôle SPANC pour ton installation individuelle.
Et au prochain contrôle, si tu fais ça sans rien dire, parce que quand on refait une installation d'assainissement, selon la loi, on doit prévenir le SPANC, et au moment des travaux et tout, donc il faut faire un dossier déjà préalable. Ça, c'est le premier contrôle. Le deuxième contrôle, c'est au niveau des travaux, ils doivent venir vérifier la validité des travaux, le respect des prescriptions et tout, des cahiers des charges ou quoi que ce soit. Et le troisième contrôle, ce sera le contrôle ultérieur périodique. Mais si par exemple tu fais ça sans rien dire et tout, et que maintenant au prochain contrôle périodique, ton SPANC vient contrôler en disant vous avez changé d'installation et tout, bon, voilà, oui, parce que de toute façon c'est pas aux normes, c'est pas conforme, c'est clair, mais c'est ce que j'ai de mieux pour protéger l'environnement. Puisque la loi n'a pas prévu ce cas spécifique du traitement des sols eaux grises, mais je suis en dehors, je ne suis pas contre la loi, je ne suis pas hors de la loi, je suis simplement hors de ce vide réglementaire. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire face à ça? Qu'est-ce que je risque alors? Je ne suis pas conforme au niveau des prescriptions techniques, mais je n'ai aucun risque de polluer l'environnement. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, quel est le but de l'assainissement? C'est de respecter une réglementation bancale ou vraiment de protéger l'environnement? Donc s'il n'y a pas de risque et tout, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils sont un peu cohérents aussi avec eux-mêmes et face à la situation, mais ils vont te mettre de toute façon un rapport de non-conformité, mais qui n'aura pas de conséquences. Non-conformité, mais sans obligation de travaux. Puisque tant qu'il n'y a pas de nuisance, qu'il n'y a pas d'impact négatif, on ne peut pas t'imposer de travaux de remise aux normes. C'est au SPANC de prouver que s'il veut vraiment... C'est pareil. Pareil, d'accord. C'est pareil. C'est pas à l'usager. Non, non, parce que... Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce serait stupide d'aller contre, de vouloir attaquer ça. Ce sont des dispositifs qui ne sont pas réglementaires en France, mais qui ont largement fait leurs preuves. Bon, déjà en France, mais un peu en catimini hors réglementation, et dans d'autres pays où c'est largement développé, c'est largement connu. Et même ici en France, beaucoup de spécialistes connaissent les capacités du pouvoir épurateur du sol, et on sait que par rapport à la très faible charge polluante des eaux grises, des eaux ménagères, c'est largement suffisant, je veux dire, pour traiter ça sans risque de pollution. Et c'est ça qui est fou. C'est très intéressant. Ouais, c'est ça qui est fou. Et c'est le meilleur qui est le plus pénalisé, quoi. Alors, on parlait des toilettes sèches, je pense que c'est vraiment en raccord avec l'assainissement. Moi, on m'a dit, Brian, tu dis à tout va que tu poses tes toilettes sèches directement à même le sol et que tu recouvres. Je ne mets pas au même endroit, je ne concentre pas. On m'a dit que normalement, on doit faire des bacs de compost et en plus, on doit les isoler du sol. Est-ce que tu peux développer un peu, déjà, enfin, je te dis quelque chose que j'ai déjà entendu. Voilà, moi aussi. Encore une fois. Moi aussi. Encore une fois, on est dans le cadre personnel peut-être. Peut-être que c'est encore là-dedans. Est-ce que tu peux développer un peu sur les toilettes sèches et après, bien sûr, le compost, comment ça fonctionne? En fait, le compostage, c'est pareil. Il peut aussi se faire sous trois formes. Soit en tas, sans bac, soit en bac acheté, industriel ou quoi, ou des bacs qu'on fait soi-même en planche, en palette ou ce qu'on veut, ou même le compostage à même le sol, le compostage de surface, qu'on appelle ça direct, où là on recouvre aussi de matière végétale carbonée. Pour pas qu'il y ait d'odeur. Oui, oui, parce que bon, pour revenir sur le fonctionnement des toilettes sèches, la litière, pour la toilette sèche de type TLB, donc la toilette à litière biométrisée, donc la toilette à compost ou à copeaux, comme on l'appelle souvent. Ouais. Donc la litière, elle est très importante, elle a 4 fonctions. Sèche pour absorber les liquides, carbonée pour faire un apport de carbone sur nos déjections qui sont essentiellement azotées, donc il faut rééquilibrer un petit peu ce rapport carbone-azote pour favoriser un meilleur compostage. Elle est là aussi pour neutraliser systématiquement les odeurs. Donc dès qu'on fait son petit ou son gros besoin, on recouvre juste ce qu'il faut, ni trop ni trop peu. Et c'est ça qui permet aussi de neutraliser systématiquement les odeurs dans la toilette et sur le compost. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui oublient que ça fonctionne pareil sur le compost. Le compost, à chaque fois qu'on va vider son seau, il faut avoir, mais là ça peut être tout type de déchets végétaux du jardin, des feuilles, de l'herbe séchée ou n'importe quoi, ou même de l'herbe fraîche à la limite. Mais dès qu'on va recouvrir, vider son seau, son récipient sur le compost, on recouvre aussi, ce qui permet d'avoir un compost qui ne sent rien. Donc là aussi, il faut que ce soit correctement géré. Mais le compostage, on peut le faire aussi sous ces trois formes, en tas, en bac ou en compostage de surface. On craint quoi si on fait ce que je t'ai dit, si on ne sépare pas nos toilettes sèches, le composteur du sol, soi-disant il faut mettre une bâche. Qu'est-ce qu'on craint encore une fois? Est-ce qu'il y a Derrick qui arrive, qui fait une enquête qu'est-ce que tu risques concrètement? Encore une fois, pas grand-chose. Le problème,
Et ça, bon, maintenant, ça a un petit peu... Dans les textes, ça n'a pas encore évolué, parce qu'on ne peut pas republier les textes comme ça, à gogo, comme on veut. Bon, dans l'esprit et sur le terrain, ça a quand même un petit peu évolué. Et cette exigence, en fait, qui existerait, bon, ça existe, mais dans certains cas, de devoir composter sur une aire étanche, donc étanche au sol, c'est une grossière erreur. En fait, dans le texte, si on lit correctement le texte mot par mot, en fait, il est bien défini que le compostage doit se faire sur une aire de compostage étanche à tout écoulement. À tout écoulement. Un écoulement, pour moi, ce n'est pas une infiltration. Un écoulement, ce qu'on appelle vraiment un écoulement, c'est un écoulement de surface, donc c'est un ruissellement de Tu joues surface. pas sur les mots là ou... Je joue sur les mots, mais ce sont les mots qui sont inscrits dans la loi. Et j'essaye pas d'interpréter les mots, j'essaye de reprendre les mots qui sont textuellement écrits dans la loi. Donc quand on parle d'un écoulement, je suis désolé, mais un écoulement, ça s'entend sur un écoulement horizontal, c'est-à-dire un ruissellement de surface. Si on veut parler de pénétration dans le sol, ça s'appelle une infiltration ou une pénétration. Donc je ne sais pas s'ils ont fait une erreur de terme, mais si on s'en tient au terme de la loi, c'est un écoulement. Donc pour moi, étanche à tout écoulement, et ça va dans le même sens aussi de ce qu'ils disent qu'on ne peut pas avoir de rejet hors de la parcelle, et au niveau du compost, ne pas avoir d'épanchement, je veux dire, hors de la zone de compostage, c'est qu'il faut que ça reste centralisé là et qu'on n'ait pas de nuisance qui se propage géographiquement, donc alentour de la zone de compostage ou alentour de la parcelle de la propriété. Et dans ce sens-là, je vais dire, si on veut respecter les termes de la loi, il suffit à la limite de mettre un bac en planche ou en palette, tout ce qu'on veut, quelque chose qui respire quand même, en contact intime avec le sol, direct avec le sol en place. Intime, tu joues avec les mots, contact intime. Non, mais oui, mais c'est comme ça qu'il faut le considérer, avec justement un échange, parce qu'il faut cet échange avec le sol. Il faut l'échange avec la pédofaune du sol et tout, avec tous les insectes, les micro-organismes du sol qui vont remonter, les vers et tout. Et c'est là que ça fonctionne le mieux. Et simplement, si on veut respecter le sens de la loi telle qu'elle est écrite actuellement, il faut à la limite simplement mettre une petite tôle métallique ou même en bois ou n'importe où en plastique périphérique à la base du bac, enterré par exemple de 5 ou 10 cm et qui sort de 10 ou 20 cm. Ouais. Et là ça veut dire qu'on empêche tout écoulement en dehors du bac, ce qui est marqué dans la loi. Mais on ne parle pas dans la loi d'une infiltration ou d'une pénétration dans le sol. Donc l'interprétation, encore une fois, c'est une interprétation qui a été généralisée de dire il faut composter sur une aire étanche, tel que ça se fait par exemple pour les grosses stations de compostage collectif des grandes collectivités ou des sociétés de déchets ou quoi que ce soit. Encore une fois, là, c'est pas dans le cadre privé. Eh bien non. Parce que les gros compostages comme ça, ces grosses aires de compostage, en fait, là, ils sont sur des grandes dalles en béton, avec des rigoles et tout, où ils récupèrent les lixiviates et tout ça, où les lixiviates sont remis, sont réinjectés sur les tas sont retournés au bulldozer. C'est une gestion tout à fait différente. Donc la gestion... la consommation, alors qu'on peut le faire naturellement. Oui, mais ça veut dire que la conception est adaptée à la gestion. Et là, c'est géré au bulldozer et tout, c'est pas comme nous, on a un petit bac de compost, là, d'1 ou 2 mètres cubes. Et en fait, c'est ça qui est le plus fou. C'est que dès lors, et c'est pour ça que sur ces grandes dalles de béton, sur les grands trucs, les grands compostages collectifs, il y a des rigoles de récupération du lixiviate. Donc le lixiviate, en fait, c'est le purin, je veux dire, le jus du compost, qui est produit justement parce qu'on composte sur une aire étanche, qui n'est pas en contact intime avec le sol. Mais un compostage domestique, un petit compostage domestique, qui soit de 1, 2, 3 mètres cubes ou quoi que ce soit, en contact intime avec le sol, en échange avec la vie du sol, ne produit pas de lixiviate. Et c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est ça que les ministères au départ n'ont pas compris. Ils sont partis encore aussi sur des théories, ils sont partis sur des comparaisons avec les grands systèmes collectifs. Mais en fait, il faut simplement comprendre que un petit compostage domestique, si on le fait, que ce soit sur une bâche, une tôle, une plaque, une dalle de béton ou n'importe quoi, étanche au sol, c'est là qu'on va avoir de la pourriture qui va créer du lixiviate, du jus, du liquide infâme là et tout. Et c'est ça qu'on... Comment ? Lixiviate, excuse-moi, c'est quoi ? Eh bien c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le purin, le jus infâme, noir là et tout, qui peut sortir d'un compost. Mais on provoque, on crée le lixiviate à partir du moment où on composte sur une aire étanche. Ce qui est le cas des grands composts collectifs. Sinon il s'infiltre. Et pas, il s'écoule. C'est même pas qu'il s'infiltre. Tu sais, moi j'ai fait, chez moi encore une fois, j'avais poussé les choses aussi à faire un document, je veux dire, analytique, d'une analyse de mon compost, en 4 pages,
où j'ai demandé à mon maire de venir chez moi avec son premier adjoint, qui était commandant de police aussi. J'aurais demandé à tous les deux de venir assister chez moi au vidage et au retournement de mes bacs à compost. Et j'avais préparé un document comme ça, analytique en 4 pages et tout, pour analyser tous les aspects visuels, olfactifs, analyser un peu l'humidité du tas, la composition du tas, les couleurs et tout, comment ça se présentait, le sol et tout. Et quand on est fini de vider un des tas, j'ai vidé complètement le tas, je suis arrivé sur le fond de la terre. Et j'avais déjà remarqué quand je me mettais à genoux, que je sentais le sol directement une fois qu'on avait vidé le tas. C'est curieux, mais ça a une bonne odeur d'écurie. Même pas de cheval, mais là, quand on rentre dans une écurie, ça a exactement la même odeur. C'est une bonne odeur d'écurie comme ça, mais ça n'a aucune odeur nauséabonde, je veux dire. Et t'as dit au maire de allez sentir, mettez-vous à 4 pattes. Ah bah, il n'a pas voulu se mettre à 4 pattes, mais bon. Et après aussi, pour lui démontrer, bon, le sol était brun, je veux dire, comme ça sur le fond, et j'ai pris une pelle. Et j'ai décaloté, je vais dire, une croûte comme ça à la pelle, une croûte de 3 cm d'épais, je veux dire, dans le sol comme ça, sous le compost. Et en fait, j'ai retourné la croûte était couleur terre. Elle était même pas noire. Ça avait déjà bossé, quoi. Ça avait déjà... Ben oui, mais et je dis, vous voyez, c'est la démonstration. La terre, elle a sa couleur naturelle. Il n'y a pas de couleur bizarre, noire ou quoi que ce soit. 3 cm en dessous, ça garde sa couleur naturelle. Donc on croit toujours que tout va s'infiltrer dans le sol. Non. Parce qu'en fait, quand on gère bien son compost aussi, on commence par 5 ou 10 cm de paille ou de foin dans le fond. Et les premiers seaux qu'on va vider dessus, les liquides du seau sont déjà absorbés par les copeaux, mais vont, si les liquides s'épanchent encore en dehors de ce contenu, vont être absorbés aussi par ces 5 ou 10 premiers centimètres de matière végétale. Donc il ne faut pas croire que tout s'infiltre dans le sol et va aller polluer le sol comme ça directement sans être traité. Pourtant, c'est ce qu'on dit tout le temps. On dit ouais, mais enfin, si tout... Alors, encore une fois, c'est les on dit, hein, et c'est ce qu'on m'a dit. Si tout le monde faisait comme vous, les nappes phréatiques seraient polluées. Certainement pas. Parce que ça s'arrête déjà au premier mètre, premier centimètre. Certainement pas. Et Joseph a déjà démontré largement, Joseph Orzag aussi, encore d'Autarcie, il l'a déjà largement démontré, et sur le terrain et en labo, il a déjà démontré justement qu'il n'y a pas de pénétration profonde dans le sol, et que ce qui pourrait éventuellement pénétrer n'est pas sous forme polluante ou dangereuse pour le sous-sol. Au pire, c'est absorbé par les racines et par les arbres. Mais encore une fois, ce qui va pouvoir éventuellement pénétrer dans les 10-20 premiers centimètres va de nouveau être repris en charge aussi par ce que j'appelais tout à l'heure le pouvoir épurateur du sol. Mais en plus, on a de la vie. Parce que, justement, c'est le principe du BRF, de tous les paillages et tout, en paille, en foin, n'importe quoi. Dès que vous paillez, que vous recouvrez le sol de BRF ou quoi que ce soit, il y a toute une vie qui vient se réinstaller là-dessous. Et la vie travaille, ça fait travailler le sol est de mieux en mieux, et il revit, il se restructure, il se recompose, et il devient encore plus épurateur, je veux dire, encore un meilleur épurateur. Donc c'est des a priori, des préjugés, des fausses idées, je veux dire, tout ça et tout. Et ça ne pose aucun problème environnemental ou pour le sous-sol de composter directement à même le sol. Je parle bien toujours en respectant l'idée du compostage à domicile, je veux dire, du compostage individuel des particuliers. Alors encore autre chose, là on est d'accord que si par contre on a un tout à l'égout et qu'on a possibilité d'être raccordé, parce que là tu l'as bien précisé, moi je suis loin de tout. Oui. Il y a obligation de ressortir au tout à l'égout. On ne peut pas avoir un système de phyto si... Bon, alors, voilà, est-ce qu'on peut avoir un double système? Est-ce que tu peux... Est-ce qu'on peut... Ah, on filtre d'abord en phyto et après on renvoie au tout à l'égout? Non. Allez, vas-y, creuse. Je vais encore jouer sur les mots, mais... Mais non, mais jouons sur les mots. Bon, ça évidemment, c'est encore un discours qu'on n'entend jamais nulle part. C'est un discours qui m'est propre aussi, mais qu'on n'entend jamais, parce que moi, j'aime bien pousser les réflexions vraiment très, très profondes aussi, et aussi dans le cadre de la loi. Encore une fois, si les gens ne sont pas d'accord avec toi, qu'ils ont des choses à dire, qu'ils n'hésitent pas en commentaire, sans dire c'est de la merde et tout, parce que moi je supprime tout ça. Si des gens ont envie de se lancer dans une conversation là-dessus, ça m'intéresse énormément et je pense que ça intéressera toute la communauté. N'hésitez pas, Pierre, si tu passes devant, puis on va un petit peu voir ce qui est dit. Mais là, tu t'engages sur quelque chose, s'il y a des détracteurs qui n'hésitent pas. Je t'écoute. Parce que, comme tu le dis, je m'engage là sur un raisonnement qui est le mien, mais dont je suis convaincu que ça tient vraiment la route, et je suis convaincu que je peux tout à fait le défendre face à un tribunal aussi s'il fallait. En fait, il faut savoir que dès lors que le tout à l'égout existe, toute parcelle considérée raccordable est obligée de se raccorder au tout à l'égout.
que ce soit une nouvelle maison qui s'installe sur un tout à l'égout existant ou un nouveau tout à l'égout qui arrive dans un quartier existant, peu importe. Mais il faut faire attention aussi que beaucoup de collectivités ne savent pas qu'il existe une dérogation de cette obligation de raccordement. Et il existe aussi une exonération complète de ce raccordement. Donc il est possible dans certains cas d'obtenir une dérogation pour pouvoir retarder, quand c'est un nouveau tout à l'égout par exemple qui s'installe sur un quartier existant, on a 2 ans pour se raccorder, sauf que si vous venez de faire construire par exemple 2 ans avant, on va vous dire, ben voilà, maintenant votre assainissement individuel et tout, bon c'est bien beau, il a bien coûté cher, il est aux normes et tout, mais tant pis, vous devez vous raccorder. Non, dans ce cadre-là par exemple, on a une dérogation où on peut prolonger de 10 ans l'obligation de raccordement, le temps qu'on puisse amortir financièrement l'investissement de son investissement individuel. Ce qui est normal. Excuse-moi, c'est un nom, on peut retrouver ça comment? Parce que dérogation de raccordement au tout à l'égout. Je ne sais pas si c'est un terme officiel, mais ça existe et beaucoup de collectivités ne le savent pas. Et il existe aussi une exonération. Et là, par exemple, dans un cas qui est assez compliqué, par exemple, une maison qui est sur un terrain en déclivité, que la maison est quand même pas mal plus basse que le niveau du tout à l'égout lui-même, qu'il y a une certaine distance, qu'on est sur un sol rocheux. Bon voilà, il y a tout un tas de raisons qui font que si on peut montrer, imaginons qu'il faut passer par exemple obligatoirement sur le terrain du voisin pour accéder au tout à l'égout et que le voisin refuse la servitude, ce qu'il a le droit. Et par exemple, là, on n'a pas de possibilité. Donc, dans ce cas-là, on a une exonération de l'obligation de raccordement et on reste en assainissement individuel. Tu nous donnes des super conseils là quand même. Là, c'est des pistes intéressantes. Mais comme je t'ai dit, au sein de la fédération que j'avais co-créée, spécialisée sur l'assainissement non collectif, on a vu des cas ahurissants. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que les collectivités, en fait, il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Parce qu'encore une fois, ils ne sont pas formés. On ne leur donne pas les instruments nécessaires, on ne leur donne pas les formations juridiques nécessaires pour bien appréhender la loi. Et c'est ça le gros côté dramatique aussi, où on peut vous imposer tout et n'importe quoi sans aucune justification légale. Mais j'ai eu par exemple un cas aussi, quelqu'un qui m'a appelé, il me dit au secours, parce que nous, on a un grand terrain assez en déclivité, la maison est tout en bas, on a une rue en bas qui n'est pas au tout à l'égout, mais par contre, tout au-dessus du terrain, il y a une autre rue qui, elle, est raccordée au tout à l'égout. Et on voulait cadastrer en fait une parcelle sur la partie toute haute, sur l'autre rue au-dessus, pour vendre cette parcelle cadastrée. Et la mairie nous a dit, ah oui, mais dans ce cas-là, il faut faire viabiliser cette parcelle et tout, la raccorder au tout à l'égout, mais comme c'est une nouvelle parcelle que vous faites cadastrer sur votre terrain, ça veut dire que votre maison aussi, il faut la raccorder au tout. Mais imaginez le raisonnement. Mais je me dis, mais punaise, mais comment on peut en arriver à un raisonnement pareil? Mais c'était impossible, parce qu'elle a fait faire un devis par une entreprise, une analyse de possibilités, je vais dire, pratiques. Et en fait, elle aurait dû, vu la déclivité et la longueur, elle aurait dû passer par 2 stations de relevage intermédiaires entre la maison et le tout à l'égout pour y arriver. Donc là, c'est clair, on ne peut pas exiger ça. Donc là, ça rentre d'office dans le cadre de l'exonération. Et là aussi, il existe une jurisprudence, plusieurs jurisprudences, où les tribunaux ont défini que dès lors où on a un surcoût financier significatif par rapport au prix que coûterait une installation individuelle neuve et conforme, certains tribunaux ont considéré que ça représentait 8 000 €, d'autres 10 000, d'autres 12 000. Donc imaginons que sur cette base de 10 ou 12 000 €, on aurait un coût, avec tous les travaux nécessaires, les longueurs ou quoi que ce soit, la difficulté ou autre, un coût qui par exemple dépasserait les 15 ou 20 000 €, mais là c'est clair, on peut systématiquement demander l'exonération. Donc on peut être hors raccordement et rester en assainissement individuel. Maintenant, à plusieurs jurisprudences, mais là aussi il faut les connaître. Mais à côté de ça, il a toujours été inscrit dans les textes, dès lors qu'on est possiblement raccordable, on est obligé de se raccorder. Il est marqué nulle part dans les textes qu'on est obligé de faire usage du tout à l'égout. Il est marqué obligation de raccordement. Donc si on reste aussi dans le principe des prescriptions techniques qu'on parlait tout à l'heure sur les installations de T'es un filou quand même, excuse-moi, mais t'es un filou quand même. C'est bien, non mais moi j'aime bien. Excuse-moi, mais là je t'entends, je vois tes paroles, parce que c'est vrai qu'on nous impose tellement de choses que... Mais non, mais quelque part, je joue le même jeu que les administrations. Et dans le même principe que sur l'assainissement ou sur l'eau de pluie, il faut respecter certaines prescriptions techniques, même si le résultat on s'en fout, et ben là je vais dire, c'est pareil. On va jouer sur le technique, il y a une obligation de raccordement au tout à l'égout. Mais je n'ai jamais lu nulle part, dans aucun texte réglementaire, qu'on a l'obligation
de faire usage du tout à l'égout. Donc dans ce cadre-là, et ça je suis prêt à le défendre devant un tribunal, et ça, qui veut me contredire peut venir me contredire avec d'autres choses et tout, il n'y a pas de problème, on peut en débattre, mais moi je suis convaincu que je peux défendre ça devant un tribunal. Quelqu'un qui par exemple va acheter une nouvelle maison, enfin une maison existante, qui est déjà raccordée au tout à l'égout. Oui mais bon, le problème c'est que nous on voudrait aussi installer des toilettes sèches et tout, faire une récupération d'eau de pluie, voilà, compostage, mais ça nous fait chier d'envoyer que des eaux grises au tout à l'égout. Et en effet ça n'a pas de sens. Envoyer des seules eaux grises qui sont très peu chargées, très peu polluées, sur un réseau tout à l'égout qui lui est très pollué, qu'est-ce que ça va faire concrètement et sanitairement parlant? Ça va surcharger en volume le tout à l'égout pour avoir une pollution ridicule qui va aller se recharger encore plus dans le réseau lui-même, avec le reste des eaux usées des autres ménages. Donc ça n'a aucun sens sanitaire, ça n'a aucun sens conceptuel, ça n'a aucun bon sens non plus, et donc ça ne se justifie pas. Donc il y a des gens qui me disent, mais est-ce qu'on a le droit éventuellement de traiter nos propres eaux grises à nous sur notre terrain? Mais dès lors où vous êtes raccordé déjà au tout à l'égout, à la limite, il y a juste un petit travail à faire, c'est de mettre un regard intermédiaire pour visualiser la canalisation qui se rejette au tout à l'égout, simplement pour démontrer qu'elle est sèche, qu'elle n'est pas utilisée, et qu'on a détourné simplement les eaux grises pour faire une installation, par exemple pédo ou phyto sur sa parcelle. L'obligation légale, elle est remplie. On est raccordé au tout à l'égout. C'est utilisable. Donc l'obligation légale est remplie, mais on ne l'utilise pas. Seulement, ce qui emmerde aussi beaucoup, ce qui se comprend, ce qui emmerde aussi beaucoup les collectivités, c'est que la redevance assainissement collectif, elle est fondée sur la collecte, le transport et le traitement des eaux usées. Une redevance, à la différence d'une taxe, il faut savoir que c'est toujours en échange d'un service rendu. Ce qui veut dire que si le service de collecte, de transport et de traitement n'est pas rendu, on ne peut pas vous appliquer la redevance. Mais si on ne peut pas vous appliquer la redevance, évidemment, la commune, ça manque à gagner pour financer le financement du réseau collectif. Donc ça embête aussi les mairies dans ce sens-là, c'est dans le sens rentabilité financière pour le financement du réseau et de l'entretien du réseau. Mais, textuellement et dans la loi, je pense pouvoir affirmer clairement que si vous voulez vous faire un petit assainissement écologique, individuel, simplifié et tout, pour vos seules eaux grises, en complément des toilettes sèches et du compost, tout en restant raccordé au tout à l'égout mais sans l'utiliser, votre obligation légale, elle est remplie, et vous traitez vos eaux encore beaucoup mieux que si elles étaient rejetées au tout à l'égout. Et sanitairement et écologiquement parlant, c'est encore beaucoup mieux. Dis-moi, c'est beaucoup mieux. Il y a plusieurs bacs souvent de décantation dans la phyto. C'est quoi les premiers stades de traitement? À quoi ça sert? Est-ce que tu peux... Parce que là, on a parlé beaucoup de réglementation, et tant mieux, parce qu'à mon avis, le nombre de gens qui, je pense, vont obtenir des réponses là-dedans. Là, on va parler de phyto. On est toujours dans un flou phénoménal. Flou artistique, allez, on va dire. On est en France, on est des artistes. Ouais. Ça marche comment la phyto, vite fait, juste... Mais en fait, souvent le principe de la phyto... Bon, avant... En eau grise, hein. Ah oui, phyto grise toujours. Enfin même, c'est à peu près, c'est pour ainsi dire, le même principe aussi en toutes eaux. Mais souvent, ça fonctionne avec un premier bassin en écoulement, en traitement vertical. Okay. Donc là, c'est un substrat qui n'est pas en charge. Donc l'eau arrive en surface, elle pénètre à travers tout le substrat et elle est évacuée par le bas. Et elle débouche dans un deuxième bac, un petit peu en dégradé, un petit peu en contrebas, où là c'est un traitement là, en immersion, donc là le substrat est toujours en charge, toujours plein d'eau, et c'est un écoulement là horizontal. Mais de plus en plus maintenant supprime la filtration verticale et reste sur une filtration horizontale. Mais voilà, c'est souvent en deux bassins comme ça, parce qu'il y a un bassin déjà... Vas-y, je monte passer. La poupoule. Je me dire, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? La poupoule. Poupoule. Alors elle c'est l'archipoule. Il y a poule position, l'archipoule et poule n'arrête. L'archipoule, excellent. Excuse-moi. Non, je te voyais regarder derrière, je fais c'est quoi ce bruit? Elle est curieuse. Et donc en fait le principe c'est souvent que le premier bac, donc sur un système par exemple toutes eaux, reçoit toutes les boues, je vais dire, et les matières en surface, qui restent en surface, qui vont se décomposer et composter, je vais dire, en surface. Et la poupoule, elle est curieuse. Vas-y. Et la deuxième étape, donc là c'est plus un écoulement longitudinal à l'horizontale, sans matière là et tout, et qui finalise un petit peu le traitement sur cette deuxième phase. Elles sont malheureuses. Hein. Mais
Mais donc voilà, la phyto, c'est plus un traitement dans un substrat végétalisé où c'est beaucoup les bactéries qui travaillent, en partie les plantes, mais sur une pédo qui est encore plus simple et peut-être encore plus performante et encore avec moins de pertes et de gâchis. Donc c'est simplement là, on fait travailler le pouvoir réparateur du sol dans sa couche la plus vivante, donc la plus efficace dans les 50 premiers centimètres. Et justement, c'est ça qui va permettre aussi, parce que non seulement on ne va pas polluer, parce que ce pouvoir réparateur du sol va très bien travailler et tout, donc on n'a pas de risque de pollution du sol ou du sous-sol, mais en plus ça veut dire que ça fait aussi un amendement, un apport d'irrigation, je veux dire, parce que par exemple, regarde, toi ta petite zone là, bon là on est juste au coin de la maison là, regarde, tu as une petite zone là, un peu circulaire avec plusieurs petits chênes, plusieurs arbres. Ce qui veut dire que là tu es sur déjà ce qu'on peut appeler un petit sous-bois. Mais est-ce qu'il faut rappeler que le meilleur type de sol qu'on peut trouver, c'est le sol forestier. Ben évidemment. Et la forêt, elle se régule toute seule, sans travail de l'homme, sans apport de l'homme, sans intervention de l'homme. Et le meilleur des sols qu'on peut trouver, c'est le sol de forêt. C'est un excellent humus, parce que tout va se décomposer, toute la biomasse végétale et toute la biomasse animale va rester conjointe, comme le compost de toilette sèche TLB, tout va rester conjointement en dégradation comme ça, directe, et va recréer justement cet humus, cette humidité, cet apport de vie bactérienne et tout, de micro-organismes et tout ça. Et le meilleur sol qu'on peut trouver, c'est un sol de forêt. Donc ici, tu es quand même sur un genre de mini-zone de mini-sous-bois, je vais dire, donc quand même aussi assez ombragé. Reste là, moi je montre. Vas-y, continue. Et là, ben, tu peux aussi avoir un bon type de sol un peu plus humide en surface. Et là, par exemple, ce serait, à la limite, ce serait assez justifié de faire une zone ici de pédo. Soit tu fais des petits plots ou des tranchées alentour des arbres ou quoi que ce soit, ou comme c'est à peu près plat, tu pourrais même faire une zone un peu plate, plus étendue, directement en surface. Et là, en même temps, mais tu réhumidifies le sol. Donc, quelque part, tu réactives aussi l'humidité, la vie des arbres et toute la pédofaune, je veux dire. Attends, il y en a qui réactivent si besoin. Ouais. Des toutous. C'est pas pour rien celui-là, je pense. Bah bien sûr. Et donc voilà, ici par exemple, ce serait une petite zone intéressante pour développer une phyto. Par exemple, une pédo, pardon. Une phyto, par contre, tu pourrais pas. Parce qu'ici, tu es au milieu des arbres. Donc tu pourrais pas aller creuser un bassin ici, parce que là, tu vas flinguer toutes les racines des arbres. Et tu vas faire crever tous les arbres. Et voilà, alors qu'ici c'est une belle petite zone à l'ombre, je ne sais pas ce que tu veux en faire, mais ça pourrait éventuellement ici ou alentour des arbres, même sans exploiter le milieu, mais il serait possible ici de faire une bonne petite pédo intéressante. D'autant plus que ben voilà, si tu es tout seul, que vous êtes à deux, pour le peu que tu consommes ou vous consommez et tout, le peu de volume que ça représente, le peu de charge, très peu de charge polluante que ça représente, c'est largement suffisant, quoi. Il n'y a pas besoin de plus. Et c'est ce que Joseph aussi développe beaucoup sur son site. Et je vous encourage vraiment à aller lire mais en profondeur le site autarcie.org de Joseph Orzag. Il détaille tout ça très clairement. Et il est même un peu critique lui aussi par rapport au phyto, parce qu'il dit que c'est du gaspillage, c'est déjà trop. C'est trop d'installation, c'est trop d'investissement, c'est trop de conception pour ce simple traitement des sols eaux ménagères, quoi. Et donc voilà, restons dans la simplicité, dans le naturel, dans le performant, dans le cohérent. Et la pédo est encore plus intéressante à ce niveau-là que la phyto. Mais là, en France, il y a encore du chemin à faire. Parce que la pédo, bon, ça commence vraiment à prendre aussi, mais à prendre sous sa forme agréée, donc toutes eaux. Mais la phyto grise, c'est encore du chemin à faire. Mais alors la pédo grise, bon, ça commence à se faire connaître. Il y a quelques associations qui travaillent là-dessus. Mais je crois que c'est pas prêt d'être reconnu officiellement, quoi. Et si je le fais et qu'on m'attaque et que tu me défends, on peut faire une jurisprudence? Si ça fonctionne, on m'attaquera pas, puisque sinon ça crée une jurisprudence. J'en rêverais. Non, mais sérieusement, si... Non, sérieux, j'en rêverais. D'accord. Bon, bah, oui, parce que si on veut t'attaquer, comme je disais tout à l'heure, la jurisprudence existante déjà définit que c'est pas à toi de prouver que tu pollues pas, c'est à la collectivité de prouver que tu pollues. Si maintenant ils vont s'engager vraiment dans une procédure, lancer une procédure judiciaire... Là, on est d'accord, ils viennent limite creuser avec des tractopelles. Ah ben obligé. Donc ils vont me détruire mon terrain. Et obligé. Ok. Si ils viennent détruire mon terrain et qu'ils ne prouvent pas, je peux demander des dommages et intérêts?
non seulement s'ils font les trous et tout pour aller faire des prélèvements en sous-sol, parce que c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas juste regarder le sol en surface comme ça et tout, non. Il faut aller creuser à différentes profondeurs et prendre des échantillons à différentes profondeurs pour démontrer s'il y a pollution ou pas du sous-sol. Sauf que s'il n'y a aucune pollution de démontrer, ça veut dire que tous les frais de tous ces travaux et tout, de toute la procédure sont à leur charge. Et oui, mais moi, s'ils m'ont écrasé des arbres pour passer avec un tracteur... Là, c'est autre chose. Là, c'est les dommages. Là, je parle de la procédure. Mais si il est démontré qu'il n'y a pas de pollution, tous les frais de procédure et des travaux et tout ce qui est engagé est à leur charge à eux. Maintenant, avec tout ce que ça implique comme conséquence, là, tu peux les réattaquer et tout après en dommages. Parce que là, il y a des dommages et des conséquences sur ton terrain, sur ta végétation ou n'importe quoi. Et ce que je dis toujours, c'est que j'imagine mal une petite collectivité venir emmerder un petit usager qui de toute façon, c'est clair, ne produit aucune nuisance, aucun impact négatif sur l'environnement, puisque justement c'est démontré que ce qu'on cherche, c'est de protéger au mieux l'environnement. Et on fait largement mieux que n'importe quel truc agréé et officiel. Pierre, c'est ça qu'il faut comprendre. Pierre, je ne vais pas aller polluer mon sol, alors je vais bouffer les fruits de mes arbres. Enfin, c'est... Ouais. Et donc j'imagine mal une petite collectivité venir attaquer un petit usager comme ça sur une petite installation comme ça, au risque justement que ça puisse partir en justice et que ça puisse créer une jurisprudence. Et là, c'est la boîte de Pandore là, qui est ouverte. Et moi, c'est ce que c'est ce que j'attends, que ce soit sur l'eau de pluie, que ce soit sur d'autres sujets, l'assainissement individuel ou quoi, c'est ce que j'attends, c'est qu'il y ait des gens qui mettent ça en justice. Quelqu'un peut te contacter ? Si quelqu'un a un problème en justice, justement, il peut t'envoyer un mail pour... volontiers. Moi ça fait des années que je suis prêt. Moi, tout mon argumentaire et tout, il est prêt, français, européen, tout ce qu'on veut. Mais c'est ça que j'imagine mal, une collectivité attaquer quelqu'un pour ça. Parce que si vraiment ça venait à être jugé, et que ça serait jugé non polluant, ça créerait là une jurisprudence qui pourrait là justement ouvrir aussi des portes et officialiser justement ce genre de choses. Et là, l'État, et là je pense que la collectivité qui ferait ça, je pense qu'elle se ferait salement taper sur les doigts. Par l'État, donc ils ont trop à perdre. Surtout, non, tu parles à notre niveau, j'avoue. Ils n'ont rien gagné. Ils n'ont rien gagné. Évidemment qu'ils ont à perdre aussi derrière, à ce niveau-là. Mais ils n'ont rien gagné. C'est ça qui serait fou. Ouais, mais il suffit, je sais pas. Il n'y a pas de risque de pollution. Donc punaise, mais qu'on nous foute la paix, quoi. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est quoi le but de l'assainissement? Est-ce que c'est vraiment de protéger efficacement l'environnement, ou est-ce que c'est respecter des prescriptions bancales, d'une réglementation bancale à la con qui n'a pas tout prévu et qui refuse de tout prévoir et qui refuse justement de prévoir le meilleur, le plus pertinent, le plus cohérent, le plus efficace? C'est ça qui est fou, quoi. Et c'est pour ça que, je te dis, il y a de plus en plus de mairies maintenant et de SPANC qui tolèrent et qui ferment les yeux, je vais dire là-dessus, qui tolèrent simplement, c'est pas qu'ils vont à l'encontre de la loi. Comme je dis, on est dans un vide réglementaire. Et donc ce vide réglementaire, comment est-ce qu'on en sort? Il faut trouver une alternative. Donc on ne va pas contre la loi, on s'adapte simplement à un vide de la loi. Et c'est pour ça que beaucoup de collectivités maintenant comprennent le système. On leur explique aussi, il y a pas mal d'associations de terrain qui travaillent ardemment aussi à tout ça, au niveau national. Tu as des noms un peu pour que les gens puissent se rapprocher d'eux si... Tu as 2-3 noms d'assos qui... Ben, bon, maintenant elle est plus vraiment active, mais l'association Eau Vivante que je citais tout à l'heure a été très très active pendant une vingtaine d'années et grand merci à Eau Vivante et à sa présidente Anne Rivière, parce qu'ils ont fait un travail considérable, phénoménal. Ils ont été les précurseurs aussi de tout ça en France, et ça je dis depuis plus de 20 ans. Et il y a encore beaucoup de gens qui fonctionnent actuellement avec des installations Eau Vivante. Elle fait encore des formations à Anne Rivière, je crois. Comment? Elle fait encore des formations à Anne Rivière, il me semble en avoir vu. Elle est en Aquitaine, je crois. Elle avait un terrain d'Angers et elle est aussi sur Belle-Île, mais je crois je ne sais pas si elle continue encore ses formations, peut-être. Mais justement, deux amis que j'ai là dans le 31 et dans le 66 sont des copines qui sont spécialisées sur la phyto et la pédo, qui ont fait leur formation chez Eau Vivante. Et elles, en fait, elles me disent maintenant, elles ont pratiquement plus de refus. Une phyto grise ou une pédo grise, c'est plus conforme, c'est pas encore conforme, mais même si c'est pas conforme, elles ont pratiquement plus de refus, parce que les mairies, voilà, en ayant cet argumentaire, en ayant ces explications et tout, un peu plus élaborées, un peu plus profondes, un peu plus... Oui, plutôt que aller vous faire voir, enfin, il y a un moment, il faut communiquer aussi. Ah, mais évidemment, parce que, évidemment. Là, parce que j'ai pas envie de me mettre les mairies à dos, autant il y a des mairies qui ne savent pas, là, attention, je dis pas qu'ils sont méchants, je dis qu'il y en a, ils sont dans un vide juridique parce qu'ils comprennent pas. L'ignorance aussi, justement. Autant il y a aussi des citoyens, c'est des gros connards. Et puis ils arrivent et ils disent allez tous vous faire voir. Oui, évidemment.
Enfin, C'est pas le meilleur moyen d'affronter le Non, problème. mais c'est ça, tu vois, moi en ce moment j'ai eu je dis un différend avec ma mairie. Ben, on est en pleine communication parce que eux ont des exigences sur quelque chose et moi je veux mettre quelque chose en place qui pour moi rentre dans un cadre juridique qui est tout à fait légal. Je rentre pas dans le détail mais on communique, on se dit pas allez vous faire voir chacun de notre côté, je fais ma vie et moi mon but c'est tu vois, je veux faire une petite extension, une véranda. On est en train de vérifier le pouvoir calorifique s'il y a un feu et tout parce que je suis quand même assez loin. Mais mon but, c'est déjà de pouvoir augmenter la surface de ma maison pour payer plus d'impôts, chose normale. Il y en a qui diraient non, mais normal, surtout quand tu veux t'engager dans une mairie, tu as quand même envie de participer. Mais voilà, on a deux différents et on est en train de les régler. On n'est pas en train de se dire allez vous faire voir chacun de notre côté. Mais ça sert à rien de se taper sur la gueule non plus, je veux dire. Mais je vais donner un autre exemple qui était le mien, tout simplement, il y a quelques années. Quand j'ai eu mon contrôle Spank à la maison, bon, ben, je lui ai expliqué tout d'emblée. Bon, c'était chez moi, j'avais implanté donc tout le concept autarcie de Joseph, donc toute la valorisation, récupération, valorisation de l'eau de pluie en autonomie et toilette sèche TLB, le compost et son traitement très select. C'est son ancien dispositif, je veux dire, de traitement eau grise très select. Que j'ai fait avec les 4 étapes complètes. Donc j'avais besoin que des 2 premières étapes parce que je pouvais pendre directement dans le sous-sol après, mais j'ai fait les 4 étapes aussi par but de démonstration, d'explication et de visite. Et je savais que c'était non conforme. Donc quand j'ai eu mon contrôle assainissement, moi je lui ai expliqué tout le système et tout, que ça faut. Bon, elle m'a dit oui, bon ben, c'est clair, on voit bien qu'il n'y a aucune nuisance, aucune pollution ni rien. Mais elle dit, je suis désolé, mais moi dans mon document et au regard de la loi, je suis obligé de vous mettre non conforme. Et encore maintenant par rapport à l'arrêté 2012, là aussi c'est des subtilités, mais je lui ai dit. Bon, elle n'a pas voulu l'entendre comme ça. Moi, j'ai pas envie d'emmerder non plus parce que c'est pas mon rôle, c'est pas mon but. Mais encore une fois, j'ai encore eu un rapport de contrôle, mais normalement, elle ne peut plus. Depuis la réglementation 2012, elle ne peut plus normalement me mettre un rapport non conforme. Parce que l'évolution de la réglementation 2009 qui a été réécrite en 2012 définit maintenant 4 cas possibles pour déterminer une non-conformité. Danger pour les personnes, danger avéré pour l'environnement, défaut de sécurité ou sous-dimensionnement caractérisé. Donc si tu ne remplis pas les 4, faut qu'il y en ait un des 4. Ah oui, d'accord. S'il n'y a pas aucun des 4, on ne peut plus justifier maintenant une non-conformité sur de l'existant. Donc sur un contrôle périodique, donc le 3e type de contrôle périodique qui se fait toutes les X années, donc sur une installation existante. Sur du neuf, on est obligé de se baser sur les prescriptions techniques pour le neuf, mais sur de l'existant, sur le contrôle périodique, on ne se base plus sur l'arrêté prescription technique, mais sur l'arrêté contrôle. Et sur l'arrêté contrôle, il est bien spécifié maintenant depuis 2012, ça a été clarifié par les ministères, s'il n'y a aucun de ces 4 critères qui est relevé, on ne peut plus normalement définir de non-conformité. Donc le problème dans mon cas, c'est qu'elle ne peut pas mettre une conformité parce que techniquement, ça ne correspond à rien aux prescriptions techniques, mais en même temps, elle ne peut pas me mettre non plus une non-conformité parce que j'ai aucun de ces 4 critères. Donc tu vois, et c'est là, ils sont toujours le cul entre 2 chaises. Et malheureusement, les pauvres aussi, ils sont souvent un peu coincés, ils ne savent pas trop comment réagir face à ça. Mais le 2e contrôle que j'avais eu il y a quelques années, là, je voulais l'attaquer en justice. Et j'ai contacté le service aussi, et je leur ai dit d'emblée et tout, attention, je voudrais attaquer en justice maintenant votre rapport de contrôle, c'est pas contre vous, c'est pas pour vous emmerder, c'est pas pour emmerder la spankeuse. Toi, tu veux de la jurisprudence. Exactement. Et je voulais créer cette jurisprudence justement sur mon cas personnel qui était quand même assez intéressant, sauf que le problème, c'est que j'ai contacté 4 avocats différents, parce que j'étais un peu moi-même, parce que je connaissais très bien la réglementation, les textes et tout, mais j'étais pas trop sûr quand même de comment apprécier la chose et de savoir s'il fallait s'adresser au tribunal administratif ou au tribunal civil. Et puisque ça dépend d'un rapport Spank, donc c'est plutôt l'administratif, mais comme la raison du rapport Spank litigieuse vient du texte national, ça aurait plutôt dû se traiter au civil. Et là, j'étais pas trop sûr. Elle s'amuse, elle, hein. J'étais pas trop sûr en fait, et je me suis adressé à 4 avocats différents. Ouais. Et j'en ai 2 qui m'ont dit, je crois que ce serait plutôt au civil. J'en ai 2 autres qui m'ont dit, je crois que ce serait plutôt administratif. Est-ce qu'il y en a un qui a voulu te défendre alors? Hein? Aucun a voulu te défendre? Mais c'est pas qu'ils n'ont pas voulu me défendre, mais ils ne savaient pas à qui s'adresser. et comme on a un délai de 2 mois, à partir du moment du rapport, on a un délai de 2 mois pour faire opposition, mais le temps que, bon, parce que j'avais le boulot aussi et tout ça, mais le temps que je fasse mes démarches, le temps qu'on trouve vraiment à qui s'adresser, parce que si je m'adressais à un, je prenais le risque aussi que ce soit pas lui qui est compétent et qui renvoie à l'autre, ben là, bon, je perdais encore du temps et tout, bon, des procédures et tout, voilà, ça aurait été un peu complexe, mais
Voilà, sur les 4, il y en a 2 qui n'étaient pas sûrs en me disant c'est le civil, 2 qui n'étaient pas sûrs en me disant c'est l'administratif. Bon, j'ai laissé tomber. Ouais. Mais un avocat, excuse-moi, un avocat, tu lui poses une question, il ne sait pas te répondre, tu le payes ou pas? Parce que son but c'est quand même d'avoir... Mais il y a un des 4, j'ai quand même passé, je le remercie, j'ai quand même passé 2 heures dans son bureau. Il a cherché toutes les jurisprudences et tout, il n'a pas vraiment trouvé ce qui pouvait correspondre à mon cas, il n'était pas trop sûr non plus, il m'a dit désolé, j'ai pas pu répondre à votre question, donc merci, au revoir. Quoi. Donc il m'a pas fait payer, donc je lui rends grâce parce que c'est honnête et c'est sympa. Il a du mal à dormir la nuit. Mais, non, mais il était honnête, il était vraiment désabusé de ne pas pouvoir répondre à ma question et il ne trouvait pas réponse et il ne trouvait pas de jurisprudence non plus par rapport à ça. Et c'est pour ça que je voulais créer justement une jurisprudence. Mais voilà, j'avais prévenu, j'avais informé mon syndicat des eaux et le service SPANC. Et j'aurais dit, voilà, je vais m'engager probablement à attaquer votre rapport en justice, mais voilà, ne prenez pas pour vous, c'est pas du tout contre vous, ni contre la spanqueuse, ni pour vous emmerder, ni rien. C'est simplement pour attaquer en fait le texte national, pour aussi, quelque part, aller dans le sens aussi des SPANC, qui, eux aussi, les mairies, les SPANC, ils sont souvent comme ça, un peu le cul entre 2 chaises et tout, ils savent pas comment réagir et tout, les pauvres, et il faut les comprendre, et voilà, et le problème, c'est la réglementation nationale, quoi. Bien sûr. Mais toutes les pressions qui vont avec aussi à côté, quoi. Bon, Pierre, ça fait déjà 1 heure, ça va très vite. Oh là 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 là. Ah, c'est le format. Est-ce que tu as 1 ou 2 choses à rajouter pour terminer donc, sur tout ce qui est réglementation et assainissement Oui. Attends, bon, on relance 1 heure. Allez, non, vas-y, je t'écoute. Non, il y a un problème quand même aussi que beaucoup de gens font la confusion. Ne pas confondre une eau qui rentre dans la maison et une eau qui sort de la maison. Combien de fois j'ai entendu dire aussi et tout, voilà, oui, mais c'est quoi le problème? Là, vous faites rentrer de l'eau autre et tout, qui est rejetée au tout à l'égout et tout, donc ça veut dire qu'on est taxé sur l'eau de pluie. Non, on n'est pas taxé sur l'eau de pluie. On paye juste la redevance, enfin, j'ai déjà expliqué sur l'autre vidéo, mais on paye juste la redevance assainissement collectif par rapport à notre rejet de toutes nos eaux usées, quelle que soit l'eau qui rentre. Donc on n'est pas taxé sur l'eau de pluie. C'est simplement, on paye la redevance sur base de rejet en assainissement collectif. Ça, on invitera les gens, c'est la vidéo 2, tu t'as dit ça dans la Ouais. partie 2. On invite les gens à aller voir en partie 2, parce que tu as vraiment bien développé. On se regarde un peu sous le coude. Mais oui, bon, il y a encore d'autres choses aussi, mais voilà, il faut... Oui, n'hésitez pas à poser des questions ou mettre des commentaires ou quoi. On fera peut-être autre chose aussi, ou une fac ou quelque chose comme ça, ou peut-être un live ou quoi. Mais il y a beaucoup de fausses idées, de mauvaises interprétations, de fausses croyances, voilà, de confusion, d'amalgame. Et je comprends que c'est très difficile pour beaucoup de gens de s'y retrouver parce qu'on entend un peu de tout partir dans tous les sens. Mais voilà, jamais j'aurais cru, parce que c'est clair que c'est pas comme je dis souvent, c'est pas le sujet le plus bandant, mais j'aurais jamais cru non plus de voir comme ça pencher autant dans la réglementation. M'engouffrer comme ça dans ce thème de la réglementation, parce que c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus gai, mais il fallait le faire et je me suis rendu compte à quel point il faut vraiment le faire, il faut vraiment l'expliquer et malheureusement il n'y a personne qui l'explique. Bah là tu es en train de le dire petit à petit. J'essaye, mais c'est mon boulot militant aussi, parce que bon, c'est vrai que je suis pro, mais avant d'être pro, j'étais déjà militant et je suis toujours militant et j'essaye d'être engagé et actif dans mon militantisme et j'essaye surtout d'être informatif et d'expliquer, c'est ce que je fais à travers toutes mes foires aussi, mes salons, mes conférences et tout. C'est vraiment d'être le plus informatif possible parce qu'il y a vraiment un grand besoin, et comme je disais aussi par rapport aux artisans de pluie, il y a un grand besoin de formation aussi pour les pros, pour les artisans de terrain et tout, parce que ça manque cruellement. Et voilà, mais comme je dis toujours, soyez prudents sur ce que vous entendez, même si ça vient des administrations, de trucs officiels, de sites officiels, de publications officielles ou quoi, faites attention parce que... Les mots ont leur importance aussi, souvent. Mais les mots, mais surtout les interprétations. Surtout les interprétations, parce que qu'est-ce que j'en ai lu aussi, mais même venant du ministère, quoi, c'est fou, mais... Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Pierre l'écolo de Écologie. Archipel. Non, mais tu sais, mine de rien, alors je le dis avant de terminer, mais Pierre, quand il m'a rencontré, j'étais avec ma première toute petite caméra, il a dû se dire c'est quoi ce gars? Ouais, non. Et je suis allé le voir, je lui ai dit écoute, moi je voudrais faire une chaîne YouTube dans laquelle on parlera vraiment de tout ce qui touche à l'autonomie. Et c'est vrai qu'il y a 3 ans, ça n'existait presque pas, ces chaînes-là. Et je suis honoré qu'on puisse
contribuer, participer à faire avancer la cause de l'autonomie en pointant du doigt les choses qui vont et qui ne vont pas. Et merci 1000 fois. Merci à toi, parce que c'est vrai qu'il commence à y avoir quelques chaînes un peu sur ce type de thématique, mais c'est vrai que bon, c'est pas pour te jeter des fleurs à toi, mais je pense sincèrement, parce que bon, je l'ai vu, je connais ta chaîne, je connais tes vidéos, mais tu as quand même une thématique là et une chaîne qui est concrète, qui est vraiment dans une thématique large, globale et vraiment très intéressante et très instructive. Et je pense que tu es vraiment à la pointe là, de ta thématique et des sujets. C'est pour ça que je te remercie aussi d'avoir fait ça et de participer aussi justement à ce grand besoin d'information et de sensibilisation. Et merci à toi pour ça. Et plus on évoluera, plus on aura des sons de cloche et je pense ça nous permet tous de monter. Merci beaucoup Pierre. À bientôt. Ciao, ciao.